Bonjour à tous, l'aventure est dans les jardins. C'est le thème de la 19e édition de Jardin. Jardin, le rendez-vous incontournable des mordus d'espaces verts de la capitale. Ce sont des poèmes et des pièces de littérature exceptionnelles qui sont lues à la Scala. Dans cette émission, vous découvrirez les récits de la résistante Charlotte Delbo par la comédienne Marie Toreton. Et puis, vous découvrirez un soin inattendu mais terriblement efficace pour votre peau. Un soin basé sur le thé. C'est ce que propose la maison Washaya, une maison japonaise de thé et de bien-être. Bienvenue au Figaro TV, bienvenue en Ile-de-France. Paris devient donc la capitale du jardin à compter de ce soir et jusqu'au 25 mai. Jardin revient et promet une 19e édition, vous le voyez, marquante. La France compte 1 million de jardins privés, même si à Paris et en Ile-de-France, on est un peu moins bien doté. Ça dépend, certains ont cette chance, d'autres ne l'ont pas. Mais on ne va pas faire de jaloux parce que les solutions ne manquent pas pour s'offrir quelques mètres carrés de verdure. On va en parler de cette édition et de ses promesses avec nos invités. Bonjour Aliette. Bonjour. Aliette Debré-Mauduit, rédactrice en chef adjointe Art de Vivre au Figaro, édition papier. Pierre-Alexandre Risser, paysagiste. Bonjour. Et vous êtes aussi cofondateur de ce rendez-vous incontournable, je le disais, Jardin. 19e édition déjà, bravo. 19e édition, 21e parce qu'il y a eu 2 années de Covid. Mais voilà, c'est notre 21e anniversaire, on en est très fiers. Et vous avez effectivement toutes les raisons de l'être. Et on en rediscutera également avec Franck Serra, qui est maître jardinier. Il nous dira ce en quoi consiste ce métier, ce beau métier de maître jardinier. Et vous êtes là en tant que spectateur, mais aussi un peu spécialiste, expert. Et vous êtes là pour aussi décerner les bons titres et les bons points à vos confrères. Bonjour tout d'abord, et effectivement, cette année, j'ai humblement l'honneur de faire partie du jury. Et ben voilà, et ben vous allez justement nous faire profiter des premières réflexions et des nouvelles tendances justement qui vous ont marqué et qu'il faut en tous les cas retrouver et remarquer à cette 19e édition de Jardin. Aliette, la grande fête du jardin donc revient à Paris et c'est toujours un événement que vous suivez pour le Figaro. Hein. Oui, et puis c'est un événement qu'on aime beaucoup parce que c'est quand même le seul salon qui a lieu en plein centre de Paris. Alors en plein centre parce qu'il a d'abord été pendant très longtemps aux Tuileries. Ouais. Il a déménagé l'année dernière à la Villa Windsor. C'est ça, c'est la 2e année où il a lieu à la maison Windsor. Voilà, auparavant il avait lieu dans le Carré des Sangliers au Jardin des Tuileries, ce qui en faisait effectivement le salon du jardin en plein centre de Paris. Ce qui a toujours été un paradoxe de faire un salon de jardin au Carré des Sangliers quand on sait ce que les sangliers font au jardin. Bon. Passons. Il a dû déménager, donc Jeux Olympiques oblige, mais en fait c'était l'occasion, enfin ce que m'ont expliqué plusieurs fois les cofondateurs, finalement ce changement un peu forcé, on leur a un peu forcé la main, ils ont été accueillis à la Villa Windsor, à Bagatelle, en plein cœur du bois de Boulogne. C'était quel site, pardon je vous coupe, mais aussi je le recommande à nos téléspectatrices et téléspectateurs s'ils n'y sont pas encore, c'est pas loin de la roseraie de Bagatelle qui est également autre rendez-vous incontournable qu'il faut absolument voir. Donc ça fait une belle journée si on va dans le coin. Et effectivement, ils ont vu, puisque c'était donc l'année dernière, ils fêtaient leurs 20 bougies, ils ont vu ça finalement comme un nouveau départ et une manière de donner un nouveau souffle à l'événement. Oui, c'est vrai que c'est un écrin assez hors norme et c'est une bulle exotique en plein Paris, avec donc ce parc de la Villa Windsor, et qui est dans le poumon de la capitale, qui est le bois de Boulogne. Hein. Oui, c'est un lieu historique, hein. C'est la villa où le général de Gaulle est arrivé en 1944, c'est là où il a marié sa fille. Ensuite, la France a accueilli les Windsor pendant
pendant un certain nombre d'années. D'où le nom. Voilà, et d'où le nom. Et c'est la première fois avec Jardin que le lieu était ouvert au public. Voilà, et là, la villa Amélia, il y a 2 villas en fait, la villa Amélia qui est à peu près terminée de restaurer, et la villa Windsor qui va rentrer en restauration, qui sera à terme un musée ouvert au public. Et c'est là aussi, autre site qui a accueilli Édouard VIII et son épouse Wallis Oui, c'est ça. c'est ça. Et Mohamed Al-Fayed aussi. Oui, tout à fait. On dit qu'il y a moins de jardins, moins de nature et d'espaces verts à Paris, en Île-de-France, alors qu'en fait, on est, de façon générale, on est assez bien doté. Hein. Donc, le bois de Boulogne, de l'autre côté, le bois de Vincennes, le parc Monceau à l'intérieur de Paris. On pourrait parler également des buttes Chaumont. Finalement, il y a pas mal d'espaces verts. Pas tant que ça. Non, on est une des capitales les moins dotées en espace vert. Et heureusement qu'il y a le bois de Vincennes et le bois de Boulogne. Et d'ailleurs, le fait que la villa Windsor soit repris par la Fondation Mansart, ça va faire partie des nouveaux hectares d'espace vert rendus aux Parisiens, si vous voulez, ça va être ouvert. Non, la ville de Paris, tu dis, Haussmann n'était pas du tout l'ami des jardiniers. La ville de Paris est très bétonnée. Et donc, par rapport à des villes comme Londres, comme Bruxelles, où il y a beaucoup plus d'espace vert, au centre, dans les sont des villes un petit peu plus étendues. Par exemple, Londres, c'est un peu plus étendu, Berlin est un peu plus étendu. Et Bruxelles un peu plus étendu mais aussi. À Paris, on a moins de jardins. On a moins de jardins. Il y a eu quand même un effort qui avait été fait quand même depuis la fin des années 70, notamment avec Chirac et après, on a quand même essayé de rééquilibrer ça, non? Il y a eu des jardins qui sont créés, comme le jardin de Bercy et d'autres, mais ça reste quand même... vous avez des villes en France qui sont quand même plus dynamiques, comme si on parle d'Angers, de Bordeaux, Toulouse, Lyon, avec des services d'espace vert qui sont plus performants. Nantes, qui est extraordinaire aussi au niveau. Donc il y a une vraie... Et on sait que aujourd'hui, la ville deviendra vraiment vivable et résiliente que grâce aux arbres et grâce aux jardins. Ça reste quand même des espaces intéressants, puisqu'on l'a vu après le confinement, visiblement, les Parisiens et les citadins de façon générale, et notamment ces grandes villes, sont montrés de plus en plus désireux d'évasion, de moments ouverts. Vous avez dû, dans vos métiers et dans la couverture d'ailleurs de ça, vous adapter à cette nouvelle donne, Franck? Bien sûr, c'est une demande de la population. On ne peut pas rester insensible au fait que quand il fait 40 degrés aussi en plein été, l'arbre, Pierre-Alexandre le dit bien souvent, c'est le premier climatiseur de notre planète. Et donc, je pense que là, c'est bien ancré dans nos têtes. Dans les projets urbains maintenant, on a besoin d'arbres, on a besoin de végétation, de verre, de se ressourcer. Et ça en fait partie. C'est du bien-être, c'est du vivant. Il y a une autre donne évidente, c'est le réchauffement climatique, et il y a les enjeux liés à la raréfaction de l'eau, donc qui rend aussi plus nécessaire d'avoir ces lieux de rafraîchissement. Oui, bien sûr. Et vous savez, le cycle de l'eau, on ne connaît pas depuis très longtemps. Quand j'étais à l'école, il y a quelques dizaines d'années, on apprenait que les nuages se formaient sur l'océan, il pleuvait sur la terre. Oui, mais ça, on sait aujourd'hui que c'est 30% des pluies. 30 à 50% des pluies, c'est ça qui sont habitués. 50 à 70% des pluies sont fabriquées par les arbres. C'est l'arbre qui fabrique la pluie. Si la goutte qui sort de l'Atlantique, qui tombe, je ne sais pas moi, à Biarritz, pour qu'elle arrive jusqu'à Moscou, c'est grâce aux arbres qu'elle va passer. Parce que les arbres évapotranspirent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... C'est-à-dire que là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce qu'on a appris depuis toutes ces années, j'oserais pas dire depuis toutes ces années, c'est que les arbres font de la rétention. Non, les arbres évapotranspirent. C'est-à-dire qu'ils l'eau, oui, ils vont, quand ils respirent, ils renvoient de la vapeur d'eau dans l'air et vous avez des rivières aériennes. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que plus on va avoir des forêts, plus il va pleuvoir. Oui. C'est ce qui s'est passé, par exemple, dernièrement. C'est pas le réchauffement climatique, non, ça, alors. Ce qui s'est passé dernièrement au Darfour. Le Darfour, il y a la guerre. Ouais. Les gens ont fait quoi? Ils ont mangé leurs troupeaux. Les gens sont partis. Moins de troupeaux, moins de surpâturage, moins de gens sur place. Les arbres ont repoussé, il commence à repleuvoir. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Si vous plantez... Si vous voulez, on dit toujours que Alors ne dites pas qu'il faut quand même des guerres pour pouvoir remettre des forêts. Non, mais les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent. Voilà. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on a oublié dans le premier Grenelle de l'environnement, on n'a même pas parlé de l'arbre. Le premier, si vous voulez, le cycle de l'eau ne passe que par l'arbre.
Donc on fait quoi depuis les années 50? On a enlevé les haies, on a enlevé les arbres, on a fait des grandes parcelles agricoles, on a fait des cultures sèches l'été. Donc si vous voulez, ça a été fait parce que en Europe on mourait de faim. Donc il fallait relancer l'agriculture. On sait qu'aujourd'hui c'est pas la bonne solution, qu'on va droit dans le mur. Donc aujourd'hui il faut remettre de l'arbre. C'est sûr que ça passera par là. Donc en ville c'est très important les jardins. C'est-à-dire que planter un arbre est vraiment un acte citoyen. Bon, cette année, les paysagistes ont planché sur un nouveau thème, si on revient à la 19e édition de Jardin, et une épreuve imposée, l'aventure est dans les jardins. Donc ça ouvre les vannes de la créativité, sans doute. Qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce que l'aventure? L'aventure, chacun va l'interpréter à sa façon. L'aventure, c'est la découverte, la surprise, et puis de s'adapter finalement à la minute à de nouvelles choses. Et donc dans les jardins, c'est aussi ça, c'est de la découverte. On l'a vu encore ce matin à la découverte des jardins, on a eu des choses extraordinaires, on les découvre au fil des visites. Oui, parce que là, ce matin, il y a eu des prix qui ont été décernés avec, par un jury dont vous faites partie. Et qu'est-ce que vous avez justement vu et qu'est-ce que vous avez récompensé? Oui, parce qu'en fait, si je peux me permettre, Bien sûr. un des grands intérêts de Jardin, c'est que des architectes paysagistes renommés, comme Franck l'a fait plusieurs fois là-bas, puisqu'il est maître jardinier, viennent pour faire des créations paysagères éphémères en rapport avec le thème. Donc c'est des créations qui doivent être à la fois très esthétiques, et puis des créations qui doivent à la fois aussi répondre au message imposés par ce thème. Ils planchent sur leur copie comme plancheraient les élèves pour un examen. Et ils ont une dizaine de jours pour préparer leur création paysagère. Et aujourd'hui, qui était la journée professionnelle, un jury a décerné à la dizaine de paysagistes présents le prix de la création paysagère. Et tous les ans, Jardin remet ce prix de la création paysagère. Ils sont le seul salon du jardin à le faire, ou un des seuls. Et ça tenait beaucoup à cœur des fondateurs de le faire, parce qu'à Chelsea et partout dans le monde, enfin à Philadelphie, c'est ça, oui. À Singapour, il y a des prix, on remet des prix de jardin. Ouais. Et en France, c'est beaucoup moins répandu. Il y a plus de jardins à Singapour qu'à Paris ? Ah, ça, c'est le spécialiste qui va répondre. Singapour est une ville très jardin, oui. C'est une ville qui est très dense, mais avec énormément de jardins, énormément de végétation. Alors, on peut dire aussi que sous un climat exotique, tropical, les plantes poussent plus vite, là, mais les jardins sont absolument extraordinaires. Plus, le climat tropical, plus les arbres qui font pleuvoir, là, effectivement, il y a de quoi avoir des jardins. Pour revenir au lauréat... Je vais couper la parole à Franck, mais on était en discussion. Il va me parler donc des lauréats, parce que je n'ai pas eu la chance d'être là ce matin. C'est le plaisir justement de ces émissions où on peut discuter et converser ensemble. On est au Figaro TV. Question, est-ce qu'on a le droit de donner le lauréat et les raisons pour lesquelles ce lauréat ou cette lauréate a été choisi? Cette année, c'est Silver Fournier. C'est le maître jardinier 2015, il y a déjà 10 ans. Donc on voit que même avec le temps, la qualité des maîtres jardiniers reste. Et on peut le souligner parce qu'il y a un bon nombre de maîtres jardiniers. Maître jardinier, c'est quoi en 2 mots? C'est un jardinier qui a été primé dans un concours représentatif de notre profession, le Carré des jardiniers, qui est emblématique. C'est le concours par excellence dans la profession du paysage. Et Silver a remporté cette année le prix de la création paysagère. Pourquoi? Parce qu'il est audacieux, parce qu'il nous a montré une abondance, une luxuriance de végétation. Et puis c'est le métier de jardinier, c'est aussi c'est de l'audace au quotidien, c'est de tester du végétal que on pourrait voir dans certaines zones et que finalement aujourd'hui, eh bien, on va essayer chez nous. Pierre-Alexandre, au cœur de son jardin, a essayé également une nouvelle essence pour les jardins de demain. Donc c'est aussi ça. Jardin, c'est un laboratoire d'expérience et de créativité. Alors, la créativité cette année, donc on revient sur cette thématique de l'aventure, ça veut dire exactement quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il faut réensauvager nos espaces de vie? Réensauvager nos espaces de vie, si vous laissez une terre nue, au bout de 50 ans, c'est une forêt. La ville de Tchernobyl a été abandonnée par les hommes et les femmes. Hein?
C'est quoi Tchernobyl aujourd'hui? C'est une forêt. Est-ce que quelqu'un a planté un arbre? Est-ce que quelqu'un a donné un coup d'arrosoir? Est-ce que quelqu'un a mis de l'engrais? Non. Vous laissez la terre nue. C'est forcément une forêt qui a consommé 0,04% de CO2. Moi, je vais vous poser la question inverse. Et avant de laisser la parole à Aliette pour nous dire qu'est-ce que justement nous donne. Mais dites-nous avant. Et puis moi, je vous reposerai une question justement sur cette question, sur cette notion de laisser replanter. Ce thème de l'aventure, Aliette, à vos yeux, ça a donné quoi? Et qu'est-ce qui est marquant en tous les cas? Ce qui est marquant, c'est que tous ces paysagistes qui ont investi la Villa Windsor pendant quelques jours, je trouve, nous ont fait... Alors, le lauréat, son jardin s'appelait la jungle urbaine. Et en fait, je trouve que ça résume parfaitement ce que l'on peut voir pendant 4 jours à la Villa Windsor. Parce que en fait, l'idée, c'était aussi de faire réfléchir le public sur les végétaux de demain. Qu'est-ce que sera le jardin demain face au réchauffement climatique? Bon, c'est des thématiques qui reviennent de plus en plus souvent dans tous les grands événements de jardin. Et là, plus que jamais, les paysagistes qui sont là ont osé justement mettre des plantes tropicales qu'on n'avait pas jamais forcément vues à Paris. Et l'idée, c'est de montrer qu'elles peuvent tout à fait aujourd'hui vivre à Paris. Il ne fait plus froid comme il pouvait le faire il y a 10 ou 20 ans, où il pouvait faire moins 10, moins 20 le matin à Paris. Depuis combien de temps on n'a pas vu une température aussi basse dans la capitale? Donc, il faut penser le jardin aussi avec des nouveaux végétaux. Alors, ne sont plus en mesure de vivre aujourd'hui entre la chaleur qui est forte durant l'été, les pluies abondantes. Il faut changer. Il y a de nouvelles tendances, effectivement, par rapport à ça. Et les matières. Les matières qu'on utilise. On a aujourd'hui une tendance à revenir à des choses qui sont autour de nous. Donc on va utiliser du bois, de la pierre, mais des circuits courts, quoi. Des circuits courts. On a une base de matières premières qui est autour de nous. À nous, jardiniers, de composer un jardin avec des matières qui sont autour de nous. Sans pour autant aller à l'autre bout du monde, ça perdrait de sens. Et on serait plus jardinier au final. Donc il y a une espèce de relocalisation et de réenracinement autour des jardins. Et l'acceptation du défaut de matières, parfois, qui sont naturellement belles parce qu'elles ont un défaut. Alors, et ça, on l'aurait presque oublié. Ou si on dit qu'on relocalise, et moi je vous dis que j'ai vu surtout des plantes un peu tropicales et luxuriantes, elles viennent d'où ces plantes? Elles peuvent venir de pépinières françaises, de pépinières européennes en tout cas. Oui, parce que de toute façon, il y a certaines espèces qu'on arrive à faire maintenant pousser en France. Oui, complètement. La palette végétale a évolué. Bon, moi, j'ai connu l'année 84 à Paris où il a fait quand même moins 20. L'année où il avait fait moins 20, c'était 56. Après 84, on a eu des moins 15 depuis, mais c'est vrai que ça fait une dizaine d'années où les températures ne sont pas descendues en dessous de moins 10. Donc ça permet de tester de nouveaux végétaux. Donc aujourd'hui, c'est clair que l'on teste des végétaux qu'on n'aurait pas testés il y a 10 ou 15 ans. Par exemple par exemple, là, l'arbre que je mets en valeur dans le jardin, c'est le Chinus molle, ou on appelle ça le faux poivrier. C'est un arbre qu'on trouve sur la Côte d'Azur qui fait des baies roses, qu'on peut utiliser en cuisine. Après, je vais vous donner des noms un peu barbares, je vais dire, voilà, l'Azara, l'Ophomyrtus, voilà, ça c'est tout. Alors l'Azara, prenons, l'Azara, à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça donne? L'Azara, on l'utilise pourquoi? Parce que c'est un arbre persistant qui garde ses feuilles en hiver avec un feuillage très très fin. Et aujourd'hui, on aime bien travailler avec des feuillages fins sur de la transparence, et c'est un arbre qui est très élégant, avec un port très élégant, on voit à travers, il a une petite floraison jaune qu'on ne voit pas. Donc quel est l'intérêt de cette floraison? C'est son parfum. C'est-à-dire que cet arbre, au mois de mars, il vous embaume le jardin d'une façon incroyable. Et ce qui est joli, c'est son port. Voilà. Donc on a tout un tas de plantes qui viennent de Nouvelle-Zélande, qui viennent d'Asie. Mais bon. Alors là, c'est pas très local. Les plantes ont toujours voyagé. Les plantes ont toujours voyagé. Parce qu'on vous dit, aujourd'hui, on vous parle de plantes d'indigènes d'Île-de-France. Les arbres emblématiques du paysage français, que sont le chêne et l'hêtre, viennent d'Asie. Voilà. Le pommier vient de Chine. Le pommier dans la Bible, c'est pas bon, c'est le figuier. Le pommier n'existait pas à l'époque. Il était en Chine, il n'était pas dans le Moyen-Orient. Les arbres ont toujours voyagé. Pour revenir à la thématique donc cette année, pour la créativité, est-ce que
à partir de l'ouverture jusqu'à la fermeture, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, est-ce que d'autres jardiniers auront, et d'autres maîtres jardins auront l'occasion de donner libre cours à leur créativité au cours de cette période, ou bien c'est ce qui c'était avant l'ouverture? Non, là, les jardins, les terrasses, les balcons, les petits potagers, tout ça a été fait, c'est fait, voilà. Après, ce qu'il va y avoir, c'est tout un cycle de conférences qu'il va y avoir tous les jours, aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, avec plein d'intervenants sur des thèmes divers et variés, mais où l'arbre, la nature en ville ont toute leur place. Et quand on dit l'arbre, la nature en ville, c'est aussi avec tous les êtres vivants, la biodiversité de ce qu'il y a autour. Et la biodiversité, c'est pas forcément les abeilles et les petits oiseaux. On ne rappellera jamais assez que 75% de la vie est sous nos pieds et pas sur nos pieds. Vous dites justement que demain, 75% de la population vivra en ville. Comment faire cohabiter l'homme avec son environnement en partant de là, justement ? Eh bien, il faut rendre une ville plus, comment on va dire, plus résiliente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir laisser certains schémas que l'on avait de côté et repartir, si vous voulez, que le sol fertile sur lequel on marche, le climat qui existe a été fabriqué par l'arbre et les micro-organismes. Ils ont, comme je vous dis, 470 millions d'années. Nous, on a environ 2 millions d'années, les êtres humains. Et donc, on fait partie d'une communauté. C'est-à-dire que dans notre éducation judéo-chrétienne ou le siècle des Lumières, on a toujours placé l'homme en tête. Bon, les anges, Dieu, voilà. Les siècles des Lumières, l'homme est aussi en dessous. Non, c'est pas... Non. L'homme fait partie d'une communauté avec des microbes, de la faune, de la fleur. On n'est ni au-dessus ni en dessous. Et justement, moi, c'est intéressant de vous entendre dire ça, parce que c'est la question qui me venait à l'esprit tout à l'heure, autour de la notion de jungle urbaine. 2 questions me viennent à l'esprit par rapport à ça. La première, c'est que quand même, une des spécificités, une des gloires, une des savoir-faire, un des fleurons tricolore, c'est le jardin à la française. Là, j'ai l'impression que dans la thématique actuelle, c'est complètement oublié. Vous avez été complètement anglo-saxonisé par les jardins à l'anglaise, ces espèces de jardins romantiques, et que l'ordre, j'ai l'impression d'être face à des déconstructeurs qui me disent que l'ordre des jardins à la française est devenu complètement fasciste. Je suis assez d'accord. Ah, merci Aliette. Je savais qu'on était entre... Je laisse répondre, je reprendrai après. C'est très complémentaire. C'est très complémentaire, et puis ça appartient à Versailles, ça l'est, parce qu'on a un peu de jardin à l'anglaise avec des jardins à la française. Il y avait peut-être pas autant de constructions à Paris lorsqu'on a créé Versailles, donc naturellement, c'était un autre temps. Aujourd'hui, on veut voir cette diversité, on a pris pleinement conscience que, on a souhaité tant la maîtriser, cette nature, que le jardinier prend conscience de son enjeu, de son rôle, c'est aussi de laisser faire cette nature, de la conduire et de l'amener tranquillement sur le chemin de la réussite. Est-ce que par exemple des gens comme le nôtre, comme ça, ont voulu la maîtriser, ou bien ont découvert en l'étudiant toutes ses potentialités et ont voulu lui donner une notion d'ordre sans vouloir la maîtriser ? C'était des jeux de perspective, c'est une autre époque. C'est une autre époque, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer aujourd'hui un jardin à la française. On ne va pas opposer le jardin à la française au jardin beaucoup plus libre qu'on le voit aujourd'hui. Si vous voulez, si on parle de Versailles, de Le Nôtre et de Louis XIV, c'est lui comme le commanditaire. Louis XIV voulait tout maîtriser et ordonner. Il a ordonné au soleil de se lever là du Grand Canal. Donc il commandait même le soleil. Il s'est adapté au soleil, au lever du soleil. Ils ont construit là où le soleil se levait. Donc le jardin à la France... Et avant lui, Louis XIII, parce qu'il était l'héritier de quand même déjà de tendances. Et notamment, parce que Versailles, c'est quand même, il a voulu faire Vaux-le-Vicomte en plus beau et en plus grand. Bien sûr. Donc il a pris le nôtre à Fouquet qu'il a embastillé. Oui, mais c'est-à-dire que le jardin à la française, l'homme maîtrise complètement la nature. Et on en fait, voilà. Aujourd'hui, la tendance du jardin, c'est quoi ? C'est d'avoir un jardin, de vivre dans son jardin, de s'en occuper le moins possible. Donc, ça, c'est une nouvelle tendance. Voilà. Ça, c'est une tendance. Donc, si vous voulez, le jardin à la française, voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un jardin, quand on fait un jardin qui semble naturel et sauvage, la structure de ce jardin, elle est très géométrique. Parce que si vous faites une géométrique,
votre fouillis, là, il se lit pas. Ça devient un vrai bazar. Donc, même dans un jardin qui paraît naturel, la structure est géométrique. Donc, le jardin à la française, aujourd'hui, c'est un jardin qui demanderait énormément de main-d'œuvre, d'entretien, de tout ça, qui ne correspond pas du tout à l'époque. On a finalement dans le jardin un petit peu ce qu'on observe dans la nourriture aussi. C'est-à-dire qu'on a moins de temps pour pouvoir préparer les repas et on a moins le temps de s'occuper des jardins. À l'inverse... aussi qu'il y a eu des maladies aussi qui ont... Non. Précédemment, on traitait. Alors, je dirais qu'il y a vraiment, par rapport à ça, il y a un problème de culture et d'éducation. Parce que faire cuire des pâtes ou des lentilles, ça prend pas du temps. Hein, c'est pas... Donc il y a quelque chose, si vous voulez, où on a dès l'enfance. Il faut absolument remettre la cuisine, le jardinage, la couture, la menuiserie en maternelle et en école primaire. Il faut que les enfants très tôt soient au contact de la nature. Comment voulez-vous éduquer des gens à avoir une bonne nutrition? Ils pensent que les petits pois, ça s'achète en boîte ou en sachet. Il faut les voir pousser, si vous voulez. Donc, on a coupé les gens volontairement ou involontairement, je ne sais pas. En tout cas, et c'est beaucoup plus facile de faire des maths et de la géométrie en semant des graines que sur un tableau noir ou sur un écran d'ordinateur, voilà, complètement abstrait. Je veux dire, vous faites semer votre graine de petits pois tous les 2 cm, il y en a combien en mètres? Voilà, les gens vont comprendre, les élèves vont comprendre tout de suite la géométrie et ça sera beaucoup plus bénéfique. Très bien, alors, vous viendrez m'aider à mettre mes radis parce qu'à chaque fois je me fais avoir dans mon jardin. Aliette, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce que disait je ne sais plus où j'en étais. Non, je parlais des maladies pour les jardins français. Voilà. Il y a aussi des maladies qui ont fait qu'en fait on ne peut plus forcément faire des haies et des choses comme ça parce que... Bon, on change de plantes. Oui. On change les plantes, oui. Bah, ça, vous savez, les insectes, les ravageurs, ils voyagent comme les plantes. Hein. La pyrale du bruit, c'est grâce aux Jeux Olympiques en Russie qui ont importé des milliers et des milliers de buis de Chine avec la pyrale. Et la pyrale, une fois qu'elle était en Russie, elle est arrivée par l'Est, elle est arrivée jusqu'à l'Atlantique. Comment peut-être appliquer à notre échelle, dans nos appartements parisiens, par exemple, sur les balcons, les terrasses ou des petits jardins, comment appliquer justement, se créer un petit jardin et est-ce qu'on trouvera en tous les cas des conseils dans cette nouvelle édition de Jardin-Jardin ? L'édition de Jardin, oui, dans toutes les éditions de Jardin, ce qui nous tient à cœur, c'est que ce que vous voyez, vous pouvez le photocopier dans vos têtes et le reproduire chez vous. Vous allez rencontrer beaucoup de professionnels dans différents métiers où vous allez trouver des réponses à vos questions. Et les petits jardins urbains, les balcons, les potagers, c'est sur des surfaces très réduites. 12 mètres carrés, 9 mètres carrés, 4 mètres carrés, donc vous voyez, voilà. Et là, il y a des gens qui montrent comment faire pousser les plantes, comment cela. Donc vous allez pouvoir trouver des réponses à vos questions. Et vous savez, le jardinage, c'est un langage universel. Et comment on apprend à jardiner? C'est en partageant avec les autres, leur expérience. Voilà, j'ai fait ça marche moins bien. Et c'est comme ça que ça avance. Je précisais qu'il y a quand même plus de 60 exposants. C'est ça. Il n'y a pas que les créations. Il y a des conférences. Il y a des conférences. Des annulations pour le public. On peut acheter des plantes aussi. On peut acheter du matériel. On peut acheter des pots. Des étiquettes pour son jardin. Tout ce qui touche de près ou de loin au jardin. C'est la grande messe des jardins. La création paysagère, c'est la vitrine de Jardin-Jardin, en quelque sorte. Aujourd'hui, c'était la journée des pros, hein, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils viennent y trouver cette année ? Les pros, c'est une grande famille. Le jardinier et tout ce qui touche de près ou de loin au jardin, c'est une grande famille. Je vous expliquerai pas pourquoi, mais entre nous, on s'aime. Et donc, c'est aussi notre date. Le sens du terme. On s'aime, et voilà. Donc, 130 000 salariés, pas 130 000 personnes. Les tendances aujourd'hui. Les tendances, on l'a dit, donc là, un peu donc la jungle urbaine, un peu cette vitalité. Les tendances au jardin, c'est des tendances qui sont sur un temps moyen. Ouais. C'est pas des tendances chaque année, un jour c'est jaune, un jour c'est... Non, c'est des tendances sur un temps moyen. Et je dirais que pour moi, la tendance, je ne sais pas ce que tu en penses, Franck, la tendance du jardin, personne ne la décide. Enfin si, quand tout le monde la décide. En fait, elle correspond aux besoins des gens. Donc c'est quoi? C'est un jardin qui ne coûte pas trop cher à l'entretien, avec le minimum d'intrants, pas de produits chimiques, peu d'engrais ou pas d'engrais du tout, juste des engrais organiques, et peu d'entretien, un entretien simple. Parce que le jardin fait partie, comme dans les autres métiers artisanaux, avec une perte de savoir.
Aujourd'hui, c'est très compliqué. On est en train de perdre des savoirs qui sont énormes. On a un vrai problème de formation dans ce métier. Et donc, si vous mettez ce qu'on appelle un arbre fruitier en palmette, comme vous avez chez Louis XIV, c'est assez compliqué à tailler. Donc aujourd'hui, par exemple, nous, on plante des arbres fruitiers qu'on appelle avec des ports colonnaires parce qu'il n'y a pas de taille technique. Allez, votre jardin préféré, Aliette? Alors, moi, c'était la création de Antoine de la Valette, qui a créé là-bas, sur place, un jardin, une maison sur pilotis avec des gros galets dans l'eau et qui invite, en fait, l'aventure, c'est d'essayer de mettre les pieds dans l'eau, de marcher sur les galets et d'aller se promener dans son jardin. Et puis j'aime beaucoup le jardin de Pierre-Alexandre qui s'appelle la Maison Jardin, où il a fait venir la nature dans la maison. Pierre-Alexandre Risser, on va faire comme au conclave. Vous allez me dire quel est votre meilleur jardin, mais vous n'avez pas le droit de voter pour vous. Pardon? Vous allez me dire quel est votre meilleur jardin, mais vous n'avez pas le droit de voter pour vous. À Jardin et ailleurs. Ah, à Jardin cette année, il y a les deux, je suis vraiment séduit par le jardin de Silver et le jardin d'Antoine. Donc voilà. Et il y a la collection de cactus qui est aussi dans les jardins de Galie. Ils ont fait toute une collection de cactus que je trouve, moi qui suis un collectionneur végétal, moi je collectionne ni les voitures, ni quoi que ce soit, je collectionne les végétaux, c'est ma passion. J'en ai pas mal. Ouais. Franck. Le meilleur jardin? Alors, le meilleur jardin, et après votre jardin préféré. On sait, il a voté pour la jungle urbaine. Je vais être clair, j'ai mis le même nombre de points à mes 3 coups de cœur. Alors, celui de Pierre-Alexandre, celui de Silver, Fournier, et celui d'Antoine de la Valette. Il y a des qualités partout. J'aurais resté très bienveillant et non tranché sur un choix et un unique choix. Il y a de tout au jardin. Moi, je suis un amoureux de tout ça, donc je peux pas choisir. Et à l'extérieur de Jardin, votre jardin préféré? À l'extérieur de Jardin? Oui. Eh bien, on va dire que c'est la Villa Windsor. Et pas contrariant. Le jardin, non, là, c'est trop dur. Là, votre jardin préféré? Vous avez eu tout le temps de réfléchir. Vous allez revenir l'an prochain pour la 20e édition de Jardin. J'aime bien Érignac. Érignac. Ça me vient. Érignac combien? Ça me vient comme ça, mais je crois mon pas. Jardin préféré, un de mes jardins préférés, c'est le jardin botanique de Kempton, qui est Stellenbosch, voilà, en Afrique du Sud, qui est vraiment, pour moi, ce qu'on sait mieux dans les jardins botaniques. Bon, et pour ne pas oublier les savoir-faire et pour découvrir toute la merveille des jardins, on vous donne rendez-vous donc à Jardin. Ça commence à partir donc de ce jeudi 22 mai et c'est jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche, Villa Windsor, 16e arrondissement de Paris, en plein bois de Boulogne. Navette gratuite depuis le métro Sablon, ligne 1 du métro, pour ceux que ça effraie d'aller à l'autre bout du bois de Boulogne. Vous saurez tout. Bienvenue en Ile-de-France et bienvenue à Jardin. Merci beaucoup. Merci et bonne édition. Et qu'il y ait de nombreuses visites. On va passer maintenant à un autre rendez-vous incontournable. Et vraiment, on vous invite à aller le découvrir. C'est ce qui se passe en ce moment à la Scala avec cette magnifique représentation qui s'appelle la prière aux vivants. On y revient dans un instant. C'est notre page culture. Aujourd'hui, dans l'entretien culture, on va s'intéresser à ce qui se passe à la Scala, à la prière aux vivants, une manière magnifique de revivre les récits de la résistante et rescapée de camp de concentration Charlotte Delbo, un moment de grâce sublimé par la justesse de Marie Toreton. Bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui donc avec vous, Marie Toreton. Vous êtes auteure et comédienne. Charlotte Delbo a dit, puisque j'ai eu le privilège d'être témoin de ce paroxysme de l'histoire, d'y participer, la chance d'en revenir et la capacité d'écrire, eh bien, il n'y a plus qu'à écrire et finalement tout est là. Tout à fait. Et donc, c'est ces écrits qui ont été écrits en captivité, que vous avez redécouverts et que vous interprétez. Exactement. Comment avez-vous découvert ces textes, et notamment le recueil de ses poésies édité après sa mort, la prière aux vivants pour leur pardonner d'être vivants? Alors, je suis désolée, plus beaucoup de voix. Ah bah oui, parce que ça c'est le problème de pouvoir d'interpréter les textes. Pourtant je ne crie pas sur scène, mais... Non, au contraire. Au contraire. Non mais j'ai découvert ces textes à 14 ans. C'était un cadeau en fait de mon père. Et c'est une des lectures de jeunesse qui m'a le plus marquée. Et en réfléchissant il y a quelque temps à faire un seul en scène, ça s'est imposé tout de suite comme une nécessité.
d'interpréter, d'adapter ces textes. Eh ben, on va regarder peut-être justement quelques extraits de cette interprétation et de cette rencontre que vous allez nous raconter juste après. Au début, nous voulions chanter. Un matin de janvier 43, nous arrivions. Les wagons s'étaient ouverts au bord d'une plaine désolée. Où étions-nous ? Nous devions apprendre plus tard que l'endroit se nommait Auschwitz. Depuis Auschwitz, j'avais peur de perdre la mémoire. Perdre la mémoire, c'est se perdre soi-même. Nous qui avions survécu au camp de la mort, après quelque temps dans ce commando privilégié, nous reprenions apparence humaine. Après quelque temps, nous pensions au théâtre. Et bientôt, nous songions à monter une pièce. Ça a été une rencontre d'abord avec une femme, une écrivain. Oui. Moi, ce qui m'a particulièrement bouleversée dans ces textes, c'est l'invitation à venir regarder des moments complètement à fleur de vie et de mort, mais des moments d'une infinie précision dans l'image. Parce qu'on a tous lu beaucoup de choses sur Auschwitz. Ça, on a un peu l'impression, c'est dur à dire, mais on a un peu l'impression d'avoir un peu tout lu. Le tour, presque. Ouais. Et puis en plus, le fait qu'il y ait l'horreur d'Auschwitz, parfois peut être un frein à vouloir en lire encore. Bien sûr. On n'a pas forcément un appel à aller encore plus se documenter là-dessus. Et pour moi, ce qui est vraiment très fort dans ces écrits, et que j'ai voulu mettre en lumière dans l'adaptation, et ce qui est pour moi différent de certaines autres choses que j'ai pu lire là-dessus, c'est ce que j'ai voulu mettre en lumière dans l'adaptation, c'est qu'est-ce qui a fait tenir ces femmes qui ont fait partie du même convoi et qui ont fait corps entier pour survivre là-bas. Et il y a des moments d'écrit qui sont bouleversants dans ce qui montre de l'humanité, en fait. Que des choses simples, des petits gestes, des attentions à l'autre, par exemple, peuvent sauver. Par exemple, une fois avec Lulu, qui était une de ses camarades de bloc, elle était complètement au bout du rouleau. Elles étaient dans les marais en train de creuser. Et Lulu et Charlotte lui dit « Écoute, là, j'en peux plus. Cette fois, c'est vrai, je vais pas tenir. » Et Lulu lui a dit « Écoute, mets-toi derrière moi. On échange nos outils parce que le tien, il est beaucoup plus lourd que le mien. Mets-toi derrière moi, que les capots ne te voient pas, et pleure. Vas-y, pleure. » Et en fait, c'est la seule fois là-bas où elle a pleuré pendant longtemps. Et c'était comme si elle avait pleuré contre la poitrine de sa mère. Et il y a plein de moments comme ça dans le spectacle qui montrent la sororité entre ces femmes. Et puis évidemment... Avant l'heure, parce que le concept, oui. Une fraternité de camp, que raconte d'ailleurs très bien Geneviève Antonios de Gaulle, qui elle-même a été en camp et qui a été déportée, et qui racontait justement comment il y avait cette solidarité entre détenus, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les camps. On a d'autres récits où c'est pas le cas, mais et ce qui est très frappant, c'est qu'on retrouve ça dans le témoignage de Charlotte Dalbeau, et que vous faites ressortir, justement. Oui, elles ont été... c'est un record, le nombre de rescapés qu'il y a eu dans leur convoi. Ils étaient 49 à revenir. Et elle dit que c'est vraiment grâce à ça, notamment un moment où elle était au bord de mourir parce qu'elle avait soif. Des camarades ont tout fait pour s'organiser, pour lui trouver un seau d'eau, pour qu'elle puisse boire, au risque de leur vie. Et voilà, il y a beaucoup de moments comme ça, qui sont des moments d'une grande humanité, et c'est ce qu'elle retient d'ailleurs dans une longue interview à Jacques Chancel. Elle dit que, alors qu'elle a vécu le pire de l'être humain, ce qu'elle retient, c'est aussi le courage, l'amitié et
et que ça n'a pas de prix pour elle d'avoir vécu ces moments-là. On retrouve dans ce récit, et en vous écoutant, ce que dit également un autre grand déporté, Élie de Saint-Marc, qui lui a été déporté à Buchenwald, qui dit que dans la guerre et dans la déportation, on a la cohabitation de deux extrêmes de l'âme humaine, la médiocrité, la cruauté, l'animalité et l'horreur, et puis des moments sublimes d'humanité auxquels on n'aurait jamais pensé, qu'on ne pourrait pas même imaginer, et qui se révèlent à ces moments-là. Et c'est ce qu'on découvre dans votre récit. Le pire révèle forcément le meilleur à des endroits. Et pour survivre là-bas, le meilleur devait jaillir de temps en temps. Elles ont réussi aussi à monter le malade imaginaire dans les camps. Charlotte Delbos, c'était une femme de théâtre, l'assistante de Louis Jouvet. Et elle a fait venir le théâtre là-bas. Et... Vous avez, oui, c'est peut-être un mot de son histoire hors norme. Elle a été arrêtée en 1943 et elle fait partie de l'opération Nuit et Brouillard. Elle fait alors partie du seul convoi de femmes politiques françaises à être, bien sûr résistantes, à être envoyées à Auschwitz. Ouais. Vous avez évacué la notion de pardon, tout simplement parce que c'est impardonnable. Évacuer la notion de pardon. Oui, c'était un peu skippé, la notion de pardon, dans le spectacle, non? Disons que c'est pas volontaire de ma part. Il fallait forcément trouver un angle dans l'adaptation. Et j'ai vraiment... Parce qu'il y a 3 livres, et donc beaucoup... Et tout est poignant, et tout est beau. Et j'ai voulu vraiment mettre en lumière qu'est-ce qui les a fait tenir. Et que ce soit une histoire de finalement un hymne à la vie et un spectacle sur la résilience et une invitation, une injonction à vivre. Voilà. Elle avait quand même pas mal de cran. Bon, déjà, de toute façon, avant d'être déportée, parce que pour faire ce qu'elle a fait, et sa déportation en est le signe. Mais en plus, on raconte qu'elle est entrée dans le camp de la mort en chantant la Marseillaise. Quand on sait ce qui s'est passé et la peur qui régnait partout, ça paraît inimaginable. C'est fou. Mais elle ne savait pas à quoi s'attendre vraiment. Pour elle, c'était un acte de résistance et un acte politique, et puis et un acte de vie, de chanter. Mais en arrivant, elles se sont tout de suite arrêtées. Et elle le dit dans le spectacle, enfin dans ses écrits, les trépassés ne chantent pas. Et quand elles ont vu Auschwitz, elles n'ont pu continuer à chanter. Et pourtant, à Auschwitz, puis Ravensbrück, en 1944... Et ce que nous raconte Charlotte, certes, il y a la peur, il y a la faim, il y a le froid, il y a la mort omniprésente, mais surtout, il y a quand même la rage de vivre et de survivre. Vous dites, il y a quand même, elles sont 49 à revenir. Oui. Oui, le suicide était très rare, là-bas. La vie est plus forte que la nécessité de vivre et domine, même dans le pire. Alors, bien sûr, les gens mouraient, mais la volonté de survivre était dominante. Et voilà, et c'est des femmes qui ont une force exceptionnelle. Et il y a dans cette force, vous le disiez tout à l'heure, donc des choses incroyables d'avoir monté cette pièce dans les camps. Est-ce que, en lisant ces poèmes, vous avez dit que justement la littérature, la poésie a été un des moyens, un des ressorts secrets, enfin un des ressorts qui a pu lui permettre de puiser cette énergie secrète qui a permis de résister jusqu'au bout. Ah oui, c'est le cas de le dire. Elle le dit, pour elle en fait, la seule chose, alors c'était différent pour chacune des femmes, mais pour elle, la seule chose qui la rattachait à son humanité, c'était sa mémoire. Et la mémoire notamment des poèmes, la mémoire des mots, des textes. Elle s'efforçait de se souvenir toujours de la date, du jour qu'il était, du mois. Elle ne voulait pas perdre la notion du temps et sa mémoire. Et elle pensait que si elle arrivait au bout de cette mémoire, elle allait mourir. Donc elle s'efforçait, au prix d'efforts infinis, à se rappeler tous les poèmes qu'elle avait pu apprendre durant sa vie. Elle a réussi à s'en souvenir de 57. 57 poèmes qu'elle se récitait en boucle pendant l'appel du matin, qui pouvait durer des heures. Elle ressasse, elle répète, et elle remanie ces poèmes, des poèmes appris, et elle échange même un quignon de pain, combien précieux, qu'elle échange donc contre le misanthrope et qu'elle l'apprend par cœur. Ouais. À un moment d'ailleurs, et c'est assez incroyable, le misanthrope c'était la pièce qu'elle devait monter avec Louis Jouvet juste avant d'être arrêtée, et
au moment où la petite gitane dans le camp lui propose de lui vendre contre un morceau de pain le misanthrope, elle n'a plus aucun souvenir de poème. Elle arrive au bout de sa mémoire et c'est un moment de grand désespoir où elle se dit bon ben voilà, mais là c'est fini. Donc le misanthrope est venu la sauver, elle a donné sa ration de pain en échange et ses camarades lui ont toutes coupé un petit morceau de leur pain pour lui faire une ration. Et elle leur a fait la lecture du misanthrope et ça l'a fait tenir jusqu'à la libération de se réciter le misanthrope pendant l'appel du matin. Cette femme avait une résilience et une dignité immense que l'on retrouve justement dans la mise en scène, hein, qui est très élégante et très subtile. Hein. Épurée. Vincent Garanger a choisi de l'épurer pour laisser le texte parler avec une servante de théâtre et le jeu des lumières. Hein. C'est ça, en fait, le travail en répétition. La volonté de porter le texte, finalement. Pour nous, le travail en répétition, ça a été vraiment de laisser la possibilité au public d'entendre le texte et d'aller au plus près des images convoquées et de ne pas indiquer ou prémâcher l'émotion ou le travail. On a recherché une pudeur et une décence, parce que moi, je n'ai pas vécu ça. Et le but n'est pas de faire croire, d'ailleurs, que je suis Charlotte Delbos et de l'incarner totalement. C'était d'être sur la crête. Marie Toretton, ce n'est pas une comédienne comme vous que j'apprendrai que le propre du comédien ou de la comédienne, c'est d'endosser des rôles qu'on n'a pas forcément vécus. Bien sûr, sauf que là, c'est une histoire vraie. Ça parle peut-être de la plus grande tragédie de notre histoire. Et je trouve que c'est périlleux dans l'interprétation parce que ça peut vite être impudique d'aller trop être dans l'écueil pourrait être d'être aspiré par un certain pathos. Ça parle quand même beaucoup de morts, beaucoup de choses terribles. Et pour moi, il y avait une pudeur à trouver, à être sur cette crête entre l'incarnation et être juste une passeuse de ce texte, d'être dans une transmission simple de ces mots. Et ça fonctionne parce que le public me dit beaucoup qu'il y a beau avoir rien sur le plateau, ils ont l'impression d'être dans le camp, ils ont l'impression de les voir, en fait, ça force l'imaginaire de ne pas indiquer les choses et d'être dans cette épure. Et c'est ce que dit Victor Sicora, hein, qui a préparé cette émission et cette interview, et qui a vu justement votre représentation, et qui dit que vous ne jouez pas le texte, enfin si, vous le murmurez, et au début c'est exigeant pour le spectateur, mais après on en ressort bouleversé et on assiste à une confession unique, hein, c'est absolument bouleversant. C'est nécessaire et surtout d'une beauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bravo Marie Toretton. Prière aux vivants, c'est à la Scala jusqu'au 24 juin. Exact. Et c'est bien évidemment à découvrir. Il y a encore des places. Hein. Oui, en juin. Au mois de juin. Merci beaucoup. Merci. On va passer à un sujet un peu plus léger, mais assez étonnant. Et on est mercredi, donc c'est l'art de vivre. Et aujourd'hui, on vous propose de prendre soin de vous et de nous intéresser à des méthodes qui nous viennent d'ailleurs. Alors surtout si vous voulez prendre soin de votre peau et vous êtes complètement perdu, noyé sous le volume de contenu existant, si vous faites, comme c'est souvent le cas ici au Figaro, tirer les oreilles par les personnes chargées du maquillage, les excellentes maquilleuses, qui disent que les peaux ne sont pas assez bien hydratées, eh bien c'est vrai qu'il y a de quoi devenir dingue parfois entre les crèmes, les appareils connectés, les différents outils, sans même mentionner les ravages de la médecine esthétique. Parlons naturel et parlons innovation, parlons Face Pointer. Et parlons-en avec vous, Megumi Swada. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes fondatrice de Washaya, c'est une maison japonaise de thé et de bien-être. Alors nous, en France, on connaît plutôt la vinothérapie hein, et tous les soins qui sont liés à la vigne, etc. Et au Japon, eh ben, on fait pareil avec quelque chose qu'on cultive pas mal chez vous, c'est le thé. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est le Face Pointer? C'est le nom de cet objet beauté que les Japonaises s'arrachent, hein, littéralement. Il promet les résultats
d'un lifting, mais au naturel. C'est ça, tout à fait. Alors, en fait... C'est un argument de vente ou c'est vrai? Parce que oui, c'est quand même c'est très prometteur. Hein. Oui, il est vrai. Parce qu'il y en a qui s'y risquent, ils sont prêts à s'y risquer. Ouais. Ben, en fait, celui-ci, c'est un tige qui bouge comme ça, mais il n'entre pas dans la peau. C'est pas dangereux du tout. Ça, je vais essayer. Oui, bien sûr. Ouais. Non, voilà, ça vous avez raison. Voilà. Ça permet d'appuyer en fait, correctement comme professionnel. C'est ça, en fait, ce qui est bien. Donc, en fait, celui-ci, il ne entre pas vraiment, mais en fait, on peut stimuler correctement ce qu'on en a besoin. Ouais, c'est ça. Un peu comme ça, voilà. Victor Sicra me disait, mais est-ce que c'est une baguette magique? Non. Oui. Donc, ça peut justement, donc on peut l'appliquer, mais c'est pas douloureux. Alors, c'est ce qu'utilisent les Japonaises pour rester jeunes, hein. Oui, des jeunes, en fait, on peut utiliser parce qu'en fait, par exemple, si il y a des gonflages de visage, des matins, ça peut dégonfler. Ça peut dégonfler le visage. Tout à fait. Et aussi, en fait, on peut travailler pour relâcher les fascias, les muscles. Ça permet de lifter le visage parce que c'est ça qui dérange, en fait, et baisser le visage. Les joues, plutôt? Le jus au bas du visage, même aussi le bas du visage. Et le haut aussi. Voilà. Alors, est-ce que c'est un effet de mode ou c'est vraiment miraculeux? C'est assez miraculeux, mais à la mode aussi au Japon. Par exemple, 2024, il a gagné numéro 1 comme appareil de beauté. Voilà. Du coup, voilà, c'est vraiment le phare au Japon. Il marche très bien. Et aussi, en fait, fondatrice, elle a fait beaucoup de recherches depuis 10 ans. Donc, elle a fait beaucoup d'essais et beaucoup de recherches, anatomie, tout ça. Donc, toutes les méthodes techniques, il est associé. Alors, donc... Vous promettez un teint éclatant, une peau ferme, repulpée. Apparemment, ça marche dans l'immédiat. C'est un effet quasi instantané. Mais est-ce que ça dure? Ça dure. Et combien de temps ça dure? Parce que vous allez me dire que ça peut durer, mais enfin, si ça dure une journée, ça compte pas. Combien de temps ça dure? Effectivement, le premier temps, il est mieux de faire à peu près 2 fois par jour, parce que l'effet, il peut durer 12 heures à 24 heures. Mais en faisant des répétitions pendant 3 mois, la peau, il mémorise la forme, et comme ça, en fait, ça ne revient plus. Et donc ça travaille sur les muscles, la peau, la lymphe, et c'est ce qui permet d'améliorer la circulation sanguine en fait. Tout à fait, aussi. J'imagine qu'il y a une méthode bien particulière, il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous me l'avez appliqué que sur la main, mais je ne vais pas me l'appliquer comme ça. Alors comment on se l'applique justement? On peut appliquer, en fait, on peut appliquer tout le corps, tout le visage aussi, sauf ici la gorge et les yeux, évidemment, et dans le tronc. Sinon, on peut appuyer. Et ça, c'est surtout fait pour à soi, soi-même. C'est dommage qu'on ne peut pas l'utiliser sur la gorge, parce que vous savez, quand on a des problèmes de double menton, parfois ça peut être tentant. Oui, donc en fait, ici, on peut appuyer, par exemple. Mais la gorge serait ici, non. Bon, mais par contre, bon, là, effectivement, ça faisait pas mal, mais d'un autre côté, les retours qu'il y a, c'est plutôt que tout le monde s'accorde à dire que c'est plutôt douloureux, malgré le mot massage. Oui, après, par exemple, comme massage du corps, s'il y a des tensions, si on appuie sur les tensions, ça fait mal. Mais après, ça fait du bien. En fait, c'est bon, mais pour être bien, voilà. Il faut souffrir pour aller mieux. Oui. Comment on connaît les points à travailler? Est-ce qu'il y a des points principaux, justement? Oui, par exemple... Vous disiez, justement, au niveau des joues, au niveau des pommettes, par exemple? Toujours, on commence par les 3 points principaux. Par exemple, sur mon Instagram, j'ai posté déjà des vidéos pour montrer comment faire. Attention à votre micro, parce que sinon vous allez perdre votre micro, ça va être un autre point douloureux. Hein. Voilà, donc en fait, il y a 3 points principaux pour débloquer des lymphes, en fait, les ganglions lymphatiques, comme ça. Et après, il y a plusieurs façons, mais en fait, je propose par exemple un atelier pour personnaliser où il faut appuyer. Ça, c'est sur votre compte Instagram. Et ce qui est vrai, c'est que quand je vois faire, ça ressemble quand même à l'acupuncture. Oui, c'est vrai. Mais en fait, on ne travaille pas pareil. Acupuncture, il y a des points précis pour appuyer, pour stimuler tous les... Voilà, et puis j'ai vu, ce n'est pas des aiguilles comme l'acupuncture. Non, pas Qui a inventé ça? Celui-ci, c'est Ena Narumi. C'est japonaise, oui. Elle est esthéticienne de Cdisco depuis 30 ans. Et comment lui est venue l'idée, justement? En fait, en pratiquant les soins esthétiques. Les soins esthétiques, elle a trouvé qu'à peu près 70% des gens avec Face Yoga, qui est très populaire actuellement en France,
Et on peut changer le visage, mais 30% de gens n'arrivaient pas à changer. Du coup, à ce moment-là, elle a trouvé qu'il faut travailler sur les muscles. Et il faut décoller comment bouge le muscle, justement? Avec celui-ci, donc en fait, par exemple, on peut appuyer différents endroits. Et comme ça, en fait, ça stimule le muscle profondeur. Ouais, ça une stimulation profondeur. C'est juste donc un appui sur le muscle pour détendre le visage. On peut faire ça tout seul? Oui. Et où est-ce qu'on peut le trouver? Combien ça coûte? Celui-ci, actuellement, sur Internet, chez Bijou ou sinon au bon marché. Il y a le stand à bon marché, donc vous pouvez acheter sur Internet. Eh bien, bienvenue en Île-de-France, parce que le bon marché, c'est à Paris. Merci beaucoup, en tous les cas. Et vous n'avez pas donné le prix? Ah, 230 €. 230 €, quand même, il faut les trouver. Merci beaucoup, en tous les cas, de nous l'avoir présenté. Alors moi, je vais le reprendre quand même, parce que c'est effectivement, c'est pas douloureux quand on l'applique comme ça, mais enfin, c'est sûr que si on le met sur le visage, les points sont plus sensibles. Merci beaucoup, en tous les cas, de nous avoir présenté cet objet que l'on présente comme révolutionnaire, en tous les cas qui fait fureur au Japon. Merci beaucoup Megumi Swada et merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Bienvenue en Île-de-France.